Et notre invité politique ce matin, c'est Éric Ciotti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Patrice Maggio, que vous connaissez bien, Éric Ciotti. C'est le directeur adjoint de la rédaction de Nice Matin. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence évidemment par la crise sanitaire, Éric Ciotti, et plusieurs vaccinodromes qui ont donc été lancés hier au Havre, à Roubaix, à Nantes et au Stade de France, où Jean Castex s'est rendu tout un symbole. C'est ce qu'il a dit au Stade de France. Est-ce que vous dites, ça y est, la campagne de vaccination, elle est enfin bel et bien lancée ? Elle est lancée avec malheureusement beaucoup de retard, puisque les chiffres et les comparaisons internationales sont importantes à regarder, et on mesure que la France et l'Europe accumulent toutes les deux, l'Union européenne et en son sein la France accumulent des retards très importants. Les comparaisons sont même cruelles. Si on compare avec nos amis britanniques, près de 50% des Britanniques sont aujourd'hui vaccinés. Nous sommes à un peu plus de 13% pour la France, de Français ayant reçu une dose. Les Israéliens, c'est 60%, les États-Unis, c'est 30%. Donc on a malheureusement accumulé 2 à 3 mois de retard au début de la campagne. Aujourd'hui, ça s'accélère, mais je note que le lundi de Pâques, il y a eu à peine 70 000 vaccinations. Ça reste un rythme qui est faible et qui est trop faible par rapport à la recherche de l'immunité collective qu'apportera le vaccin. Et j'ai lu hier l'étude de l'Institut Pasteur qui souligne que tant que les jeunes n'auront pas été vaccinés, notamment les enfants, eh bien on ne sortira pas aussi de l'épidémie. Alors justement, est-ce que pour vous, il faut changer de stratégie vaccinale ? Aujourd'hui, on est encore sur une catégorisation par âge. Est-ce que vous dites que ce n'est pas la bonne stratégie ? Il faut ouvrir la vaccination plus largement ou pas ? Vous savez, je ne suis pas médecin ni scientifique. J'ai vu que des politiques... Et les pays que vous citez, ils n'ont pas la même stratégie vaccinale. J'ai vu que des politiques s'érigeaient en médecins, que le président de la République, selon ses proches ou ses courtisans, se voyait paré des vertus d'un immunologiste, voire doté, selon le président de l'Assemblée nationale, de l'agrégation de médecine. Bon, je n'ai pas ces compétences, donc je n'ai pas de réponse, mais je regarde en effet ce qui se passe ailleurs. Et en tout cas, je pense que toute la population, ceux qui le souhaitent naturellement, doit être vaccinée. Nous avons aussi des publics prioritaires. Je pense aux enseignants. On accumule un retard très important en la matière. Le ministre de l'Éducation évoquait en janvier une vaccination de tous les enseignants mi-mars. On est désormais au mieux sur le commencement de cette vaccination mi-avril. Donc on a accumulé en matière de vaccination un retard dramatique, et on l'a accumulé du fait de la mauvaise stratégie européenne qui paye finalement son carcan technocratique et bureaucratique. Les doses de vaccins ont été négociées par des bureaucrates européens qui n'ont regardé que le critère budgétaire. Et mais il fallait faire quoi alors pour Éric Ciotti ? Il ne fallait pas passer par l'Union européenne ? Je ne crois pas qu'il fallait mettre tous les œufs dans le même panier. Je pense qu'il y avait une commande européenne, pourquoi pas, mais qu'elle ne nous exonérait pas d'avoir nous-mêmes notre propre stratégie, d'autant qu'on a mesuré très vite que la stratégie européenne était défaillante. Patrice Maggio. Éric Ciotti, s'il y a égalité de traitement devant le vaccin, est-ce qu'on vaccine correctement dans l'arrière-pays niçois ? Je pense notamment aux vallées sinistrées de la Roya et de la Vésubie. Oui, dans le département des Alpes-Maritimes, on a un taux de vaccination qui aujourd'hui est supérieur à la moyenne nationale. Vous citez dans Nice Matin ce matin les chiffres. Le département des Alpes-Maritimes compte à peu près 210 000 personnes vaccinées. C'est pas loin de 20% de la population. On est à 14% au plan national. Donc on est un département qui a subi un choc épidémique violent depuis le mois de février. Cela a conduit à des mesures de restrictions importantes. Donc nous avions demandé, tous les élus avaient demandé qu'on bénéficie de doses de vaccins supplémentaires. Cette accélération, elle a eu lieu.
et elle est répartie sous le contrôle du préfet de façon équitable sur tout le territoire. Et c'est le département des Alpes-Maritimes qui a notamment la responsabilité des zones qui ont subi la tempête Alex, la vallée de la Roya notamment, mais aussi dans la vallée de la Vésubie. Et cette vaccination se déroule parfaitement bien. C'est le cas notamment sur tout le Haut-Pays, dont le département a la responsabilité, les agglomérations, la métropole ayant la responsabilité de la zone littorale. Sur la situation sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes, ça fait plusieurs semaines maintenant que vous êtes soumis à des mesures restrictives. Est-ce qu'elles ont porté leurs fruits, ces mesures restrictives ? Les chiffres s'améliorent. Il faut rester extrêmement prudent, mais le taux d'incidence a diminué. Il est aujourd'hui légèrement supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. Nous étions montés jusqu'à 680. Hier soir, le nombre de personnes admises en réanimation, qui reste très très élevé, a légèrement diminué. C'est également le cas sur le nombre d'hospitalisations. Donc ça veut dire que le gouvernement a eu raison de prendre ces mesures ? Il fallait, moi j'ai toujours prôné l'anticipation et des mesures prises très tôt. Et j'ai souhaité, et je pense que c'est une erreur majeure, que ces mesures soient prises au niveau national dès le 29 janvier. Vous vous rappelez quand tout le monde annonçait une forme de restriction et puis que le président de la République a surpris, est allé à l'encontre des avis du conseil scientifique, de l'avis des médecins. Vous pensez que les scientifiques, il faut les écouter quelle que soit leur parole, il faut les suivre à la lettre ? La décision, à un moment, elle est politique, bien sûr, parce qu'elle dépasse le cadre scientifique, mais quand vous avez toutes les modélisations de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, qui, compte tenu de l'arrivée des variants, nous prédisaient et prévoyaient un pic épidémique à partir de mars. Quand vous avez le conseil scientifique qui a été créé autour du président de la République, qui émet un avis qu'on a laissé dans le secret pendant 2 à 3 semaines. Quand vous avez tous les médecins qui lancent un cri d'alarme, je crois qu'il est de la responsabilité du pouvoir politique, oui, de l'écouter. Moi, je dis que le président de la République a commis une faute lourde dans son choix du 29 janvier, qui nous a fait perdre du temps. J'entends, il a encore dit hier dans son intervention devant les collégiens, que nous avions gagné du temps sur les contraintes. Moi, je vois ce qui se passe ailleurs. Encore une fois, lundi, la vie va reprendre en Grande-Bretagne. Elle a déjà repris en Espagne et nous y sommes encore pour plusieurs semaines parce que nous allons vers le pic épidémique. Donc, c'est du temps que nous avons perdu. Mais clairement, il fallait reconfiner. C'est des vies que nous avons perdues. Je pense que les pays qui ont réussi ont confiné, ont vacciné de façon ponctuelle, de façon territorialisée, de façon anticipative. C'est cette anticipation qui a toujours fait défaut. Ça fait maintenant plus d'1 an que cette crise a commencé et chaque fois, on a eu un temps de retard. Mais on entend les difficultés des commerçants, on entend les difficultés à l'école. Est-ce que pour vous, il n'a pas eu raison finalement de laisser le pays ouvert ? Est-ce qu'on pouvait prendre le risque, entre guillemets, de confiner dès le 29 janvier ? Oui, parce qu'on en serait sorti aujourd'hui. Et c'était le risque, et c'était un pari, j'aime pas ce mot, parce qu'on a parié quelque part sur des vies humaines, et c'était un mauvais choix, c'était une erreur, et nous en payons lourdement le prix aujourd'hui. Patrice. Il y a beaucoup de restaurateurs qui commencent à trouver dans le monde. Certains vont jusqu'à ouvrir des restaurants clandestins, les fameux restos clando. Vous avez bien sûr suivi la polémique autour de la fameuse réception de l'hôtel Vivienne. Est-ce que vous êtes allé déjeuner dans un de ces restaurants, ne serait-ce que pour prendre la mesure du phénomène ? Non, absolument pas, naturellement. D'ailleurs, je n'en connais pas. On a eu dans notre ville de Nice, je crois, au moment des fêtes, un restaurant qui a été sanctionné pour cela. Non, je n'y suis naturellement pas allé et je condamne bien entendu ces attitudes. Il y a une règle qui participe de la sécurité collective et il est impératif, bien entendu, de la respecter. Et dernière question, puisqu'on parle de restauration, dernière question sur ce sujet, Patrice. Une dernière question sur le sujet, j'en avais forcément prévu. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, avec le calendrier qui a été adopté par le gouvernement, c'est la saison
d'été qui est en jeu et beaucoup de restaurateurs commencent à s'inquiéter. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux attendre, quitte à perdre une ou deux semaines d'activité, mais pour être certain sur le plan sanitaire que l'épidémie soit vaincue, quitte à sacrifier une ou deux semaines d'activité économique? Moi, sincèrement, je le crois. On ne peut pas continuer à avoir ces stop and go où on ferme, on réouvre et où on crée de la fragilité. Je crois qu'il faut arriver à ce que le virus disparaissent, il faut stopper la circulation du virus. Regardons, là encore, on n'invente pas l'eau tiède, mais ce qui se fait en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est la stratégie zéro Covid. Donc il faut éradiquer le plus possible la circulation du virus et parallèlement accélérer très fortement la vaccination. Donc, tant qu'on n'aura pas ces deux éléments qui se rejoignent, on n'en sortira pas. Donc, il faut, sur les deux points, accélérer. On va passer au reste de l'actualité, Éric Ciotti, et notamment l'actualité à l'Assemblée nationale. Et ce texte sur la fin de vie qui sera examiné jeudi avec plus de 2000 amendements déposés par certains députés des Républicains, ce qui va conduire a priori à l'impossibilité d'examiner correctement ce texte et de l'adopter dans le temps imparti. Est-ce que vous assumez cette obstruction parlementaire? Est-ce que les Républicains ils ne s'abîment pas en empêchant de débattre sur un tel sujet? Il n'y a aucun amendement du groupe Les Républicains. Le droit d'amendement est une liberté constitutionnelle et c'est heureux de chaque parlementaire. Donc il y a des parlementaires, et il y en a qui font partie de mon groupe, il y en a d'autres qui ont déposé des amendements pour s'opposer à ce texte. Mais pas que, quand on dépose plus de 2000 amendements, on fait de l'obstruction. C'est leur droit constitutionnel. Après, quel est le fond ou la forme de ce débat? Il y a un problème de forme et de fond. On est dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, vous le savez, donc c'est à peine une journée de débat où il y a plusieurs textes inscrits. Donc un texte de cette importance, celui de donner la mort, n'est pas un texte anodin. Il ne peut pas passer en quelques heures de façon bâclée devant le Parlement. Il nécessite une réflexion qui, je pense, qui est importante, qui est pertinente. Ça pose de vraies questions sur le fond. Derrière, il y a de la détresse des familles, il y a des choix, il est question de la relation à la mort qui touche chacun, qui touche chaque famille, et souvent dans des situations de détresse. Donc on ne peut pas passer une loi aussi importante qui serait une rupture majeure dans notre droit en quelques heures. Donc, si le gouvernement... On vous sent quand même très prudent à l'expliquer sur le sujet. Excusez-moi, on vous sent très prudent à titre personnel. Est-ce que vous vous sentez quand même plus proche de Jean Leonetti ou de Marine Brunier, de l'élu du Paris-Maritime, c'est-à-dire en clair, est-ce que vous êtes à titre personnel pour l'euthanasie ou est-ce que vous trouvez qu'il y a un pas de trop vers l'accompagnement de la famille? Moi, je pense qu'on ne peut pas résumer une question aussi importante dans un choix comme vous le formulez. La loi Leonetti a constitué une très grande avancée sur les directives anticipées pour accompagner les malades en fin de vie. Ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette loi soit bien appliquée, elle est appliquée par beaucoup de familles, elle est souhaitée en tout cas par beaucoup de familles, c'est multiplier les soins palliatifs, les services de soins palliatifs. Il y a un déficit très important en la matière, donc avant d'aller plus loin, je pense qu'il faudrait déjà faire en sorte que cette loi, qui est une bonne loi, s'applique partout et en tout lieu du territoire et que dans tous les grands centres hospitaliers, on ait des services de soins palliatifs. Il y en a un remarquable à Antibes, dont chacun, malheureusement, dans des circonstances tragiques, je connais des amis qui ont eu, malheureusement pour un des proches, à l'utiliser, est très performant. Après, personnellement, je ne tranche pas cette question. Voilà, moi, donner la mort au nom de la société est une rupture profonde. Voilà.
quels sont les critères? On a vu ce cas il y a quelques années en Belgique où une jeune fille voulait avoir recours à l'euthanasie parce qu'elle avait une détresse psychique. Attention où on met les limites. Quand on commence à jouer avec ces critères, on peut tous se dire qu'on aurait envie ou qu'il y a des conditions, il y a des moments qui peuvent légitimer ce choix qui est un choix individuel. Mais là, on passe de l'individuel au collectif. Donc je suis extrêmement prudent et en l'état, je ne voterai pas ce texte demain à l'Assemblée nationale. Un mot sur le Sénat qui examine, lui, la loi séparatisme, la droite qui durcit le texte, notamment sur la question du voile. On sait que vous avez été très critique lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Est-ce que le texte qui va sortir du Sénat correspond au texte que vous souhaitez ? C'est un texte qui est naturellement très amélioré. Et je salue la pertinence et le courage de mes amis sénateurs de la majorité, derrière Gérard Larcher et Bruno Retailleau, qui ont porté des mesures qui sont indispensables et que le gouvernement avait totalement occulté avec la complicité de la majorité En Marche à l'Assemblée nationale. Voilà, l'interdiction du port du voile dans les sorties scolaires pour les accompagnants scolaires est une mesure de bon sens, de courage. Je l'ai défendue à plusieurs reprises sans succès à l'Assemblée nationale. Une fois, ça a failli passer avec le soutien de Jean-Michel Blanquer, mais la majorité En Marche, qui est très animée par des approches quand même favorables à une forme de communautarisme, s'y était opposée. Donc il y a des avancées, il y en a eu sur ces questions de port de signes religieux ostentatoires, et je salue le courage du Sénat. Je me battrai à l'Assemblée nationale pour que la majorité En Marche ne détricote pas le travail qui a été fait opportunément par le Sénat. Je crains que la majorité et le gouvernement ne reviennent au texte initial, qui est un texte sans ambition, sans courage, sans volonté réelle de s'attaquer au communautarisme islamiste, qui n'était même pas cité dans le texte du gouvernement, où il y avait une espèce d'amalgame où toutes les religions étaient mises quelque part sur le même plan et où on n'évoquait pas la dangerosité de l'islamisme. On va parler de 2 dossiers locaux maintenant, avant de parler de la tempête Alex avec Patrice. Un mot sur Air France et la fermeture de ses bases, notamment à Marseille et à Nice pour les personnels navigants. Vous y opposez, vous avez écrit au gouvernement. Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut répondre favorablement à votre demande au moment où Bruno Le Maire demande à Air France de faire des efforts ? Le gouvernement a obtenu de la part de l'Union européenne, de la Commission, de pouvoir aider Air France. C'est une bonne chose. Moi, je suis attaché à la force de notre compagnie nationale. Ça fait partie des symboles de la France. On a laissé partir beaucoup de nos symboles. On a laissé affaiblir beaucoup d'éléments qui ont participé de notre rayonnement et de notre souveraineté nationale. On fragilise aujourd'hui la filière nucléaire. On a laissé détruire Alstom. Donc il faut sauver Air France. J'y suis attaché. Et l'État français effectue un effort de recapitalisation à plusieurs milliards d'euros qui est conséquent, mais qui est indispensable. Mais il faut qu'il y ait des contreparties. Et je le dis au PDG d'Air France, M. Ben Smith, qui regarde d'un peu loin les territoires français, leur implantation. Il y a la nécessité que la compagnie nationale, en contrepartie de ces aides de l'État, donc du contribuable français, porte un regard équitable sur tous les territoires. Et mais en contrepartie, on lui demande de faire des efforts pour l'entreprise. La vie, elle n'est pas qu'à Paris. Une compagnie nationale, elle ne peut pas tourner simplement autour de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avec des hubs qui concentrent toutes les lignes sur Paris et qui oublient la province. La base de Nice, elle est essentielle. Nice, c'est la 2e plateforme aéroportuaire française. C'est la destination touristique après Paris la plus importante. C'est un aéroport qui était en pleine croissance. C'est un outil économique pour toute une région et il faut continuer à le soutenir. Et c'est ce que je demande au gouvernement dans le cadre de l'aide apportée à Air France. Un mot sur la tempête Alex, Patrice.
Oui, 6 mois après la tempête qui a causé, on le sait, à peu près 1 milliard de dégâts, on le voit sur le terrain, les remboursements tardent à arriver, que ce soit ceux de l'État ou des assurances. C'est quoi le problème selon vous? Ce sont des dossiers trop complexes ou c'est une volonté de jouer la montre? Le président de la République était venu quelques jours après la tempête, c'était le 7 octobre dans les Alpes-Maritimes. Il avait pris des engagements sur plusieurs centaines de millions d'euros. Je le cite, c'était sa phrase, elle était prononcée à Breil-sur-Roya. Aujourd'hui, sur ces centaines de millions d'euros annoncés par le président de la République, alors que nous avons globalement autour au moins 1 milliard d'euros de dégâts publics, sans compter ceux qui relèvent des assurances pour le patrimoine privé notamment, ou le patrimoine assurable, sur ces centaines de millions d'euros annoncés par l'État, 6 mois plus tard, nous avons commémoré cette tragédie la semaine dernière, ça faisait 6 mois, toutes les collectivités n'ont reçu que 26 millions d'euros de la part de l'État. Et pour le département des Alpes-Maritimes, présidé par Charles Ginésy, à peine un peu plus de 8 millions d'euros, alors que nous avons déjà engagé pour la seule collectivité départementale 75 millions d'euros de dépenses. Donc le compte n'y est pas. Moi, j'ai confiance en la parole du président de la République. Il a dit des choses, je pense qu'il aura à cœur de les respecter. Mais là encore, on parlait des vaccins tout à l'heure, on est victime d'une forme de bureaucratie paralysante. Voilà, il y a aujourd'hui des arbitrages budgétaires qui privent nos territoires d'avoir ces fonds et d'avoir des décisions rapides. Tout est trop long dans notre pays, tout est paralysé, tout est freiné par cette technocratie, cette bureaucratie qui nous empêche d'agir et d'agir très vite. Il y a urgence pour reconstruire, il y a aussi urgence pour protéger les populations, parce qu'à l'automne, le même phénomène pourrait se reproduire. Donc il y a des villages qui doivent être protégés, le département des Alpes-Maritimes, la métropole Nice-Côte d'Azur, présidée par Christian Estrosi, ont uni leurs forces. On est allé très vite dans la reconstruction, on a fait une task force. Eh bien, on a besoin aujourd'hui de cette solidarité pour protéger aussi. On a 90 millions d'euros de chantier en préparation pour ériger des digues de protection, mais on a besoin de l'aide de l'État. Éric Ciotti, dernière question de Patrice sur les régionales et la stratégie dans votre région sud. Alors, une vaste liste de rassemblements qui réunirait derrière Renaud Muselier, les Républicains, les centristes, les macronistes, tout ça pour battre le Front National. Est-ce que vous en rêvez ? Ah non, je crois que ça serait le meilleur moyen pour faire élire Thierry Mariani. Je crois que la confusion n'est jamais opportune en politique. Moi, je suis pour une ligne claire et pour une ligne droite. Je l'ai dit à Renaud Muselier, et je crois qu'il partage mon point de vue. Je préside la Commission nationale d'investiture, elle se réunira dans quelques minutes au siège des Républicains. Nous investirons ce matin Renaud Muselier. Je serai derrière lui dans cette campagne, à la tête de la Fédération des Alpes-Maritimes, qui est la première fédération de France. Mais je pense qu'il faut, et je l'ai toujours dit, vous me connaissez, c'est une ligne que j'ai toujours tenue depuis 2017. En Marche n'a pas fait du bien à notre pays. En Marche a porté le déclassement de la France. En Marche, derrière Emmanuel Macron, a mal géré la crise sanitaire. En Marche n'a pas répondu aux problèmes de sécurité, d'immigration. Donc pourquoi nous serions alliés avec un parti que nous combattons et dont nous dénonçons aujourd'hui le bilan? Moi, pour qu'on soit bien clair, Éric Ciotti, Christophe Castaner, il tend la main à Renaud Muselier. Pour vous, il doit refuser cette main tendue, Renaud Muselier, c'est ce que vous nous dites? C'est pas une main tendue, c'est un piège grossier d'un parti à la déroute qui cherche une roue de secours pour se sauver. Soyons clairs sur nos idées. Nous n'avons rien à voir avec En Marche. Donc combattons sur nos idées, sur nos valeurs, sur le bon bilan de Renaud Muselier. Nous n'avons pas besoin de confusion parce que quand il y a de la confusion, eh bien, les électeurs ont une forme de logique et je pense que toute forme d'alliance
conduira à l'élection de nos adversaires dans la région. Et Renaud Muselier vous a certifié qu'il ne s'allierait pas avec La République En Marche dès le premier tour? C'est ce que nous lui disons très clairement. C'est ce que vous lui dites, mais est-ce que lui, c'est ce qu'il vous a dit? Et je suis convaincu, oui, c'est ce qu'il m'a dit, et je suis convaincu que c'est ce qui se fera. Sinon, il n'aura pas l'investiture des Républicains? Il sera investi ce matin parce que nous lui faisons confiance. Merci beaucoup. Merci Éric Ciotti d'avoir été notre invité. Merci Patrice Maggio. On regarde la une de Nice Matin. AstraZeneca, le mal-aimé, c'est à la une de Nice Matin aujourd'hui. Merci messieurs. Merci.